Chapitre 10. L'intelligence économique, émotionnelle et culturelle. C'est quoi l'intelligence économique? L'intelligence économique consiste à fournir la bonne information au bon moment à la bonne personne pour lui permettre de prendre la bonne décision, de bien agir et faire évoluer son environnement économique dans un sens propice. Elle peut aussi être définie comme l'ensemble des actions de recherche, de traitement, de diffusion et de protection de l'information utile aux différents acteurs économiques. Dans une économie mondialisée, l'émergence des secteurs spécialisés a permis une séparation distincte des activités de l'entreprise. Les informations et les connaissances étant alors de plus en plus spécialisées et fragmentées, leur production constitue une activité séparée des autres activités de l'entreprise. L'économie de la connaissance va ainsi se focaliser sur la production de connaissances pour la compétitivité. Son objectif est de permettre aux entreprises et aux nations de devenir plus compétitives que leurs concurrents. En termes de croissance, l'économie de la connaissance n'est pas fondée sur des activités matérielles, mais sur une recherche intensive de connaissances, donc sur des activités immatérielles. Pour maîtriser l'information, les entreprises doivent faire appel au cycle de l'information qui est établi en 3 étapes. Tout d'abord, recueillir des informations brutes, c'est-à-dire réaliser un travail de veille et de collecte d'informations. Ensuite, créer des connaissances à partir de ces informations à l'aide de logiciels intelligents et de l'intelligence des hommes. Et enfin, restituer ces connaissances sous forme d'informations stratégiques. Par ailleurs, ces informations et connaissances, produites par les entreprises, nécessitent d'être protégées, à l'aide des brevets ou de tout autre moyen lui conférant un droit de propriété. En Afrique et partout ailleurs, les hommes d'affaires sont méticuleux en ce qui concerne la gestion de l'argent, car ils ont une intelligence économique très poussée. Même ceux qui n'ont pas fait de longues études trouvent des solutions à leurs problèmes d'argent. En effet, ceux qui n'ont pas fait de longues études, comme c'est le cas pour la majorité des riches au Cameroun ou en Afrique, présentent une capacité hors norme à maîtriser tout ce qui leur permet de défendre leurs intérêts en matière d'argent. Ils peuvent résoudre des problèmes financiers complexes à la stupéfaction des fonctionnaires et autres intellectuels ayant manifestement un quotient d'intelligence financière très faible. Ce qui veut dire que par rapport à la pensée fondamentale de ces grands entrepreneurs, ils sont très avisés dans le domaine de la création des richesses et de la gestion de l'argent plus que certains experts en économie et même des banquiers salariés. Ce qui leur manque souvent, c'est le langage utilisé par des experts, mais ils ont acquis des connaissances fondamentales et nécessaires pour leurs affaires et pour leur vie. Plus que le commun des terriens, ceux-ci sont ainsi passés maîtres en résolution des problèmes d'argent. Par conséquent, être bien formé en intelligence économique est d'autant plus important que de se former pour apprendre un métier, car à la fin, si on gagne de l'argent et qu'on est un piètre investisseur, quel que soit le gain astronomique d'argent qu'on gagne, on finira par le perdre dans les investissements foireux, parce que nous avons un cerveau avec une faible intelligence financière. L'intelligence financière d'un homme ou d'une femme est alors simplement sa capacité à résoudre ses problèmes d'argent et à aider les siens à en faire autant. D'après Robert Kiyosaki, les riches s'enrichissent parce qu'ils apprennent à résoudre des problèmes financiers. Les riches voient les problèmes financiers comme des occasions d'apprendre, de grandir, de devenir plus avisés et encore plus riches. Les riches savent que plus leur QI financier sera élevé, plus ils sauront résoudre des problèmes complexes et ils gagneront davantage d'argent. Au lieu de fuir, d'ignorer ou de nier l'existence des problèmes financiers, les riches sont heureux de les trouver sur leur chemin, car ils savent qu'ils représentent des occasions d'augmenter leur intelligence financière. Et c'est pour cette raison qu'ils s'enrichissent. Contrairement à eux, les pauvres voient leurs problèmes financiers uniquement comme des problèmes. Ils sont nombreux à croire qu'ils sont victimes de l'argent. Ils pensent que s'ils avaient davantage d'argent, leurs problèmes finiraient. Pourtant, c'est faux. Ceux-ci ne se rendent pas compte que c'est leur attitude envers l'argent qui est le problème, car c'est leur attitude qui crée leurs problèmes financiers, ou leur refus d'en tenir compte, qui ne fait que prolonger la situation difficile et amplifier les problèmes. Au lieu de s'enrichir, ils s'appauvrissent davantage, et au lieu d'augmenter leur QI financier, ils ne font qu'augmenter leurs problèmes financiers. Avant tout, je pars du constat
que le système éducatif africain ne lègue aux étudiants que très peu de connaissances financières. Cette absence d'éducation financière est pour moi très grave car, vivant dans un monde capitaliste en perpétuel mouvement, les citoyens ne sont pas du tout en mesure de prendre les bonnes décisions dans des situations très graves. Il serait judicieux d'apprendre aux lecteurs à devenir plus intelligents financièrement afin qu'ils sachent ensuite comprendre et traiter l'information financière disponible et prendre ainsi les bonnes décisions concernant son argent afin de s'enrichir. Choc sino-américain autour de l'Internet du futur, la 5G et l'intelligence économique. Selon Guy Pujol, dans Les réseaux, l'ère des réseaux et de la 5G, Erol, paru à la 9e édition, 2018, ceux qui pensaient que la promesse de la 5G n'annonçait qu'un progrès de plus dans les télécommunications, avec pour chacun d'entre nous des téléphones portables et des tablettes plus rapides et plus performantes, vont devoir réviser leurs fondamentaux. Cette technologie aux implications multiformes va tout simplement bouleverser notre rapport au monde et aux objets qui nous entourent. Non sans se trouver d'ores et déjà au cœur d'un conflit géopolitique majeur entre la Chine et les États-Unis. L'affaire, révélée au grand public par l'interpellation, le 1er décembre dernier, de la chinoise Meng Wanzhou, fille du fondateur d'Huawei, premier équipementier télécom mondial et numéro 2 sur le marché des smartphones, dépasse en effet largement le cadre juridique, sur fond de violation par la Chine des sanctions contre l'Iran, l'un des prétextes invoqués pour justifier son arrestation. La vérité est que, dans le domaine de la 5G pour réseau de 5e génération, la Chine a pris une avance substantielle sur les États-Unis et l'Occident en général, et que cette même 5G est en passe de devenir l'un des leviers clés pour gagner non seulement les guerres commerciales, mais aussi et surtout les guerres tout court. Voici quelques repères pour commencer. Contrairement à la 3G, apparue en 2000, et à la 4G, développée à partir de 2013, la 5G ne vise pas seulement à augmenter la vitesse de connexion de l'Internet mobile. Son but est de servir d'interface entre tous les objets connectés que nous utilisons déjà et qui ont vocation à se généraliser, 20 milliards estimés en 2020, plus du double en 2030. À terme, la 5G devrait même rendre obsolètes les équipements Internet fixes. Son secret, le recours aux ondes dites millimétriques, déjà utilisées pour les scanners médicaux ou les liaisons satellites et dont la fréquence est comprise entre 30 et 300 GH. Une technologie qui devrait autoriser des débits dépassant les 10 gigabits par seconde, soit entre 14 et 20 fois plus que l'actuel 4G. Comme avantage, nous avons la masse énorme de données absorbables, un temps de latence ramené à moins d'une milliseconde, essentiel par exemple pour l'automobile autonome, et plus inattendu, une baisse très sensible de la consommation d'énergie. Les principaux inconvénients sont une multiplication considérable des émetteurs et des relais qui exposeront en permanence les populations aux champs électromagnétiques des radiofréquences et un risque accru de captation des données personnelles, évoqué depuis longtemps, mais que viennent de mettre en lumière des chercheurs de plusieurs grandes universités européennes. Derrière le coup de semonce américain, la crainte d'une suprématie chinoise. Cette question de la sécurité est évidemment la vraie raison de la décision américaine de bloquer la pénétration du marché américain par Huawei, leader mondial de la 5G. Comme souvent, l'accusation d'avoir contourné l'embargo contre l'Iran en faisant transiter clandestinement 100 millions de dollars via les États-Unis au moyen d'une filiale déguisée n'est qu'un levier juridique. Parmi les 23 chefs d'inculpation dévoilés le 28 janvier dernier par le département de la justice américain DOJ, à l'encontre de la multinationale chinoise, les 10 n'ayant pas trait à l'Iran sont ceux qui reflètent le mieux l'inquiétude des États-Unis. Tous concernent des faits concrets d'espionnage industriel à très grande échelle. Parmi les plus graves, le vol pur et simple d'une technologie ultra-sensible mise au point par T-Mobile USA, filiale de l'opérateur allemand Deutsche Telekom, pour le robot Tapi, destiné à tester les smartphones en imitant l'action des doigts humains sur un écran de portable. Autant dire que la décision prise en 2012 par le Congrès d'exclure les équipements Huawei des appels d'offres gouvernementaux n'a pas été suffisante, le géant chinois ayant apparemment trouvé d'autres portes secrètes pour faire son marché.
Dans son éditorial du Point du 7 février, l'économiste Nicolas Bavrez cadre parfaitement le sujet. La guerre commerciale engagée par Donald Trump a pour enjeu réel la technologie. Elle est la clé de la confrontation entre les États-Unis et la Chine qui décidera du destin du XXIe siècle. Dans cette rivalité ouverte, la nouvelle génération de réseaux mobiles, dite 5G, occupe une place centrale en permettant la transmission continue et instantanée des données, qui est la condition indispensable pour les applications d'intelligence artificielle. Industrie 4.0, Internet des objets, véhicules autonomes, soins médicaux et enseignement en ligne, drones, robotisation des champs de bataille. Mais ce n'est pas tout. Les Américains semblent avoir subitement pris la mesure de la redoutable efficacité du total capitalisme chinois, dixit Bavrez, un phénomène dont ils n'avaient pas, d'emblée, saisi la logique. Par exemple, quand, sous Bill Clinton, ils avaient parrainé l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. L'alliance du total capitalisme et de l'intelligence artificielle. En germe depuis les réformes de Deng Xiaoping, architecte de l'ouverture au monde de la Chine post-maoïste, aux manettes entre 1978 et 1992, ce modèle économique a atteint sa maturité depuis une dizaine d'années. Il se caractérise par un total soutien offert par l'État aux entreprises privées en échange de leur collaboration sans faille avec l'appareil policier et le monde du renseignement. Protection du marché intérieur, appui massif à l'exportation par les banques, budget conséquent de recherche-développement. Dans tous ces domaines, les États-Unis ne sont pas non plus les derniers, et parfois même les tout premiers. En revanche, dans quel autre pays que la Chine les personnes privées sont-elles forcées de collaborer avec l'appareil sécuritaire pour gagner la guerre économique? Dans son éditorial du Point, Nicolas Bavrez insiste à juste titre sur l'article 7 de la loi chinoise de 2017 sur le renseignement, qui oblige les citoyens et les entreprises à coopérer avec les services de renseignement chinois et leur interdit de divulguer l'existence de ces échanges. En Chine, insiste un patron français basé dans le Guangdong, cité par le Figaro du 6 février, les entreprises privées doivent être bien avec le gouvernement pour réussir, et aucune loi n'empêche les autorités de puiser dans leurs données. D'où la conclusion très directe de Bavrez, la constitution d'un monopole technologique chinois représente une menace mortelle pour la liberté politique en réalisant l'alliance du total capitalisme et de l'intelligence artificielle. Vers une course acharnée aux applications militaires. De tous les secteurs subissant l'impact de la 5G, le militaire est assurément le plus sensible. Donc celui qui inquiète le plus les Américains, mais aussi l'ensemble des Occidentaux qui ne peuvent se permettre de laisser à d'autres qu'eux-mêmes le soin de gérer l'interconnexion de leurs équipements. Dans le grand dossier du Figaro publié le 6 février à propos du contentieux sino-américain, Alain Barluet illustre de manière frappante l'utilisation de la 5G dans les conflits à venir. Prenant l'exemple, parmi beaucoup d'autres, d'une section de fantassins en opération dans la jungle, il en décrit le fonctionnement. Chaque soldat progresse dans un enchevêtrement naturel à une centaine de mètres de l'autre. Une montre intelligente permet à chaque membre du groupe de suivre instantanément la position de ses camarades. Dans cette manœuvre, pas de positionnement par satellite, la réception pouvant être instable sous l'épaisse canopée. Soudain, c'est l'embuscade. Le groupe est pris à partie. Les coups de feu claquent. L'un des militaires, touché à l'abdomen, perd rapidement conscience. Aussitôt, les senseurs qu'il porte sous son treillis entrent en action. Sa tension est prise, une ceinture se gonfle automatiquement autour de son ventre pour comprimer la blessure et un boîtier lui administre de façon autonome une dose d'adrénaline. Dans le même temps, un message est parvenu, sans intervention humaine, pour appeler à la rescousse un hélicoptère qui évacuera le blessé. Dans le même temps, des drones terrestres autodirigés convergent pour sécuriser la zone. Imagine-t-on ce qui se passerait si une ou plusieurs failles de sécurité permettaient à un intrus de subvertir le processus? C'est sans doute en pensant à cela que les gouvernements européens, par ailleurs en conflit avec Washington sur plus d'un dossier commercial, n'ont guère fait de difficultés pour épouser ces arguments. Lesquels pourraient d'ailleurs s'appliquer, s'agissant de la France, à la prise de contrôle d'Alstom
par General Electric, qui offre aux États-Unis plus d'une occasion d'interférer dans notre souveraineté nucléaire. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Le concept d'intelligence émotionnelle peut sembler surprenant car il mêle deux notions que l'on a habituellement coutume d'opposer. On y trouve d'un côté le mot intelligence, qui désigne la capacité de raisonnement et d'analyse, et d'un côté le mot émotion, qui désigne les réactions primaires difficilement contrôlables survenant suite à l'occurrence d'un événement bien précis ou dans certaines situations. L'intelligence émotionnelle est une forme d'intelligence qui permet de contrôler ses émotions et celles des autres. Contrairement à l'intelligence rationnelle, le QI, elle s'acquiert tout au long de la vie et peut augmenter au fur et à mesure des expériences ou d'un travail sur soi. Particulièrement utile dans le monde du travail, elle aide à prendre des décisions efficaces et à gérer les conflits. L'intelligence émotionnelle, ses caractéristiques. L'intelligence émotionnelle est une intelligence tournée vers les émotions. Elle se caractérise par 1. Une meilleure compréhension de ses émotions. 2. Une maîtrise de son comportement et de ses pensées en rapport avec les émotions et les impulsions. 3. Une compréhension des émotions des autres et de leur façon d'agir. 4. Une influence sur les autres. 5. Une meilleure appréhension des conflits. Cette intelligence particulière est un véritable moteur qui permet de s'adapter à toutes les situations du quotidien. Elle permet de gérer de façon optimale les relations interpersonnelles, les conflits et les émotions fortes, sans aucun lien avec la classe sociale ou le niveau socio-économique. Les bienfaits de l'intelligence émotionnelle. Les émotions permettent de signaler un changement, réel ou imaginaire, entre la personne, les autres ou son environnement. L'intelligence émotionnelle aide à trouver une réponse adaptée et efficace dans de nombreuses situations. Elle présente de nombreux bienfaits: épanouissement personnel, bien-être, meilleures relations sociales, diminution des conflits avec les autres ou avec soi-même, meilleure confiance en soi, choix construits et objectifs. Savoir utiliser ses émotions et ses sentiments, ainsi que ceux des autres, permet de distinguer toutes les informations pour orienter son comportement et ses pensées. Les applications de l'intelligence émotionnelle. L'application de l'intelligence émotionnelle est constante, à n'importe quel moment de la vie. Il peut s'agir par exemple de gérer ses émotions en cas de frustration, de déception ou de rupture, communiquer et interagir avec les autres, travailler en harmonie avec ses collègues, s'adapter rapidement à une situation émotionnelle, prendre du recul, et savoir gérer un conflit ou une dispute, observer et comprendre les émotions des autres. Cette intelligence particulière est importante, spécifiquement dans le domaine professionnel. Alors que l'intelligence rationnelle permet d'acquérir des diplômes et des compétences, l'intelligence émotionnelle permet d'évoluer plus facilement dans son travail et dans le monde entrepreneurial. D'ailleurs, les grands entrepreneurs africains ou camerounais, comme l'industriel Kadji Defosso ou Sylvestre Ngouchingué de Kongelkam, n'ont pas fait des longues études, mais ont une intelligence émotionnelle très élevée pour une meilleure gestion de leurs affaires. Le contrôle de ces émotions aide à faire des choix décisifs et à saisir des opportunités de façon plus objective. L'intelligence émotionnelle peut être développée par un travail sur soi ou une psychothérapie. Contrairement à l'intelligence rationnelle, les compétences émotionnelles ne sont pas innées, mais acquises au fur et à mesure des expériences de la vie. C'est quoi l'intelligence culturelle? L'intelligence culturelle désigne l'aptitude d'une personne à s'adapter lorsqu'elle interagit avec d'autres personnes de cultures différentes. Or, cette compétence serait aujourd'hui reconnue comme une des compétences indispensables à acquérir lorsque l'on a l'ambition de diriger à travers les cultures. Autrement dit, lorsque l'on est un leader international. Comment développer son intelligence culturelle? Est-il possible de développer son intelligence culturelle? Heureusement, la réponse est oui. Selon le travail de David Livermore, il est recommandé de développer les 4 aptitudes suivantes. 1. L'enthousiasme.
Cela renforce la confiance en soi et la curiosité, qualité indispensable pour travailler en milieu interculturel. 2. Les connaissances. La connaissance des différentes cultures est un atout non négligeable si l'on veut développer son intelligence culturelle, même s'il n'est pas forcément nécessaire de connaître chaque culture sur le bout des doigts, ce qui est techniquement impossible. 3. La stratégie. Il s'agit de la capacité à prendre en compte les différences culturelles et à agir en conséquence afin d'atteindre ses objectifs. 4. L'action. La capacité d'un individu à adapter sa prise de décision et ses actions en fonction des différentes cultures, ce qui implique à la fois une forte volonté et beaucoup de flexibilité. Il est bénéfique qu'en Afrique, nous nous imprégnions davantage de notre culture africaine en la valorisant, même à l'international, car la culture est très importante pour un pays, et en ayant beaucoup d'amour pour sa culture, on peut l'exporter et la vendre même sous différentes formes et s'enrichir davantage dans la vente des vêtements culturels, la nutrition locale, le cinéma, musique, etc.